Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à une personnalité unique dans l'histoire de France, qui a des origines purement danoises. La reine Ingemburge a été l'épouse de Philippe Auguste, mais leur mariage fut inhabituel à bien des égards. Le roi n'a pas tout à fait 28 ans, il est veuf depuis 3 ans, quand il négocie en 1193, ce qui paraît être une belle opération diplomatique. Son mariage avec la sœur du roi Knut VI de Danemark, une alliance très intéressante, car le royaume scandinave est un allié de choix pour la France contre l'Angleterre de Richard Cœur de Lion, en raison notamment de son importante puissance maritime. De plus, Philippe Auguste doit assurer la pérennité de sa dynastie. De son premier mariage avec Isabelle de Hainaut, il ne lui est resté qu'un seul fils. Vous voulez en savoir plus sur le mariage désastreux? Venez avec moi. On peut parfois comparer l'histoire de France à un épais manteau neigeux, recouvrant sous une chape immaculée certains faits peu glorieux de la vie d'un personnage, pour n'en retenir que ses hauts faits. Il en est ainsi de Philippe Auguste, le vainqueur de la bataille de Bouvines, qui fut l'une des batailles décisives et symboliques de l'histoire de France. Si tous les historiens s'accordent pour reconnaître en ce roi un grand conquérant qui a su affirmer, préserver la puissance de la France, il n'en demeure pas moins que sa vie privée fut la cause de bien des tourments pour la royauté française. La principale affaire qui entache durant 20 ans son règne de 1193 à 1213, allant jusqu'à prononcer l'interdit sur le royaume de France, est l'épisode de son second mariage avec la princesse Ingemburge de Danemark. Lorsque sa première femme, Isabelle de Hainaut, meurt en couche en 1190, Philippe Auguste n'a pour seul héritier que le chétif Louis de France, futur Louis VIII, à une époque où la mortalité infantile fait des ravages. L'avenir de sa lignée demeure incertaine. Après son retour de la troisième croisade en 1191, le roi se décide à contracter une nouvelle union avec une princesse étrangère née en 1175, sœur de Knut VI, roi de Danemark, Ingemburge. Le roi se réjouit à l'idée d'accueillir sa promise, d'autant que l'évêque de Hambourg l'a assuré qu'elle était, avec ses cheveux blonds et ses mains blanches, fort belle. L'alliance est très intéressante car le royaume scandinave est un allié de choix pour la France contre l'Angleterre de Richard Cœur de Lion, en raison notamment de son importante puissance maritime. Les ambassadeurs français partis négocier le mariage reviennent en France avec la princesse, qui apporte une dot considérable de 10 000 marks d'argent et plusieurs grands personnages danois. Elle arrive à Amiens le 14 août 1193, montée sur une anarchée blanche, et suivi de ses demoiselles. Le roi l'attend, monté sur son cheval de bataille et coiffé de son casque. Philippe Auguste, Ingemburge de Danemark, respectivement âgés de 28 et 18 ans, sont mariés le même jour. Et le lendemain a lieu la cérémonie de couronnement de la jeune reine, officiée par Guillaume de Champagne, archevêque de Reims. Soudain le roi, au beau milieu de la cérémonie, se met à trembler. Il est pâle comme la mort, secoué de frissons comme les rapportent les chroniqueurs et témoins de l'époque. Le lendemain de sa nuit de noces, Philippe Auguste annonce qu'il souhaite répudier sa femme. C'est la consternation générale. Personne ne comprend cette subite aversion du roi pour la princesse. Est-ce son ignorance du français? Sa timidité? A-t-il été trompé sur son apparence physique? Tous les témoignages contemporains louent pourtant les grâces, la vertu, l'incomparable beauté d'Ingemburge, notamment Étienne de Tournai, qui la fréquente beaucoup. Difficile de savoir ce qui a bien pu se passer. Quelques rumeurs affirment que la princesse est en réalité une sorcière et lui a jeté un sort. Le plus probable est que Philippe Auguste ressent une répulsion physique et psychologique pour sa nouvelle femme. Quoi qu'il en soit, dans toute l'histoire de France, le cas est unique. Répudié le lendemain de ses noces, jamais une reine de France ne se verra rejetée aussi rapidement et avec une si inébranlable résolution. Philippe Auguste décide de faire embarquer Ingemburge de Danemark, qui refuse de rentrer au Danemark. Le roi de France fait enfermer son épouse en attendant la réunion d'une assemblée pour la prononciation du divorce. Les diplomates danois envoyés négocier le mariage en France avaient insisté sur une condition jugée indispensable. Une promesse signée de la main de Philippe Auguste qu'Ingemburge sera traitée dans une condition de reine.
Le roi de Danemark ne peut rester indifférent devant l'insulte faite à sa sœur. La situation est alarmante, avec le risque de voir Knut VI de s'allier à l'Angleterre. Le 5 novembre 1193, Philippe Auguste convoque au château de Compiègne les prélats et les barons de ces domaines pour demander l'annulation du mariage. Pour répudier, il suffit d'invoquer le motif de consanguinité, qui bien souvent accompagne les mariages princiers. Mais aucun lien de sang entre Philippe Auguste et Ingemburg de Danemark. Mais le désir du souverain est si grand qu'il invente une lointaine parenté entre Ingemburg et sa défunte femme Isabelle de Hainaut. Comme aucun évêque ne veut prendre le risque de déclencher les foudres du monarque, le mariage est déclaré nul. Bien évidemment, la pauvre Ingemburg, qui ne parle pas un mot de français, ne comprend rien à la scène qui se déroule devant elle. Un interprète lui communique simplement la sentence. Le roi fait enfermer la jeune femme dévastée dans l'abbaye de Xingzhuang au diocèse de Tournai. L'évêque Étienne de Tournai déclare au cardinal de Champagne dans une longue missive: il y a dans notre pays une pierre précieuse que les hommes foulent aux pieds, que les anges honorent et digne du trésor royal. Je parle de la reine. Renfermée à Xizang comme dans une prison et qu'on accable de douleur et de misère. Malgré cette lettre, qui égrène les qualités de la reine et s'offusque de sa situation, celle-ci n'évolue en rien. Cependant, Ingemburg de Danemark ne compte pas en rester là. Appuyant les démarches de son frère qui envoie des émissaires au pape, elle demande elle-même à Rome Étienne de Tournai, qui a pris fait et cause pour elle. Ingemburg écrit en personne à Célestin III, le roi de France, mon époux, m'abandonne, sans avoir rien à me reprocher, si ce n'est de perfides imputations imaginées par la malice et le mensonge. Touché, le pape prend la défense d'Ingemburg de Danemark. Il considère qu'en prononçant la dissolution du mariage, les prélats français ont usurpé le droit du pontife. L'annulation du mariage est cassée, les prélats complaisants réprimandés. Mais la lettre qu'il envoie au roi en 1195 transpire la lâcheté et la mollesse, et n'impressionne guère le roi de France. Le 7 mai 1196, voilà que Philippe Auguste aggrave sa situation en épousant Agnès de Méranie, fille d'un prince d'Empire et descendante de Charlemagne, contrairement à Ingemburg, sa parenté, à un degré prohibé. Célestin III lui fait le reproche de sa bigamie en lui enjoignant, sous peine de sanction, de répudier Agnès et de sortir Ingemburg de son couvent pour lui redonner sa place officielle à la cour. Mais les prières et les lamentations de l'épouse légitime ne sont pas suffisantes pour insuffler à un pape malade et vieillissant l'énergie nécessaire pour affronter le puissant roi de France. Ingemburg de Danemark s'installe dans un quotidien morose qu'elle supporte avec courage. Elle lit beaucoup, prie encore davantage, écrit du courrier à destination de Rome. Tenace, elle est prête à tout pour retrouver sa place, qui est légitimement la sienne. 2 ans après l'union de Philippe Auguste et d'Agnès de Méranie, un nouveau pape succède à Célestin III. Le changement est de taille. Innocent III, jeune, énergique, prend l'affaire très au sérieux. Innocent III écrit presque aussitôt à l'évêque de Paris: je suis étonné qu'un roi de France, successeur de tant de monarques zélés pour la cause de l'Église, se conduise de cette manière avec son épouse et la toute-puissance pontificale. Comment puis-je qualifier cette indifférence qui le porte à refuser à une jeune femme si bien faite le devoir conjugal et à une reine pleine de majesté les honneurs qui sont dus à la haute dignité des monarques? Il adresse ensuite une lettre à Eudes de Sully, cousin du roi et personnage influent, le priant de convaincre Philippe Auguste de tâcher à réadmettre la reine à la plénitude de sa grâce royale et la traiter avec affection matrimoniale, sous peine de subir les foudres de l'Église. Innocent III attend durant 3 mois les effets de cette lettre. Le 17 mai 1198, il s'adresse en personne au roi dans une longue lettre lui intimant de se séparer d'Agnès et de redonner à Ingemburg sa place d'épouse et de reine. Si vous refusez de pourvoir à votre réputation et à votre honneur, d'obéir à nos avertissements et à nos ordres, nous sévirons contre vous, quoi qu'il puisse nous en coûter, et nous apaisantirons d'autant plus sur vous le bras de notre autorité spirituelle, que nous portons à votre majesté une plus sincère affection.
Comme Philippe Auguste fait encore de la résistance, le pape, en janvier 1200, frappe d'interdit le royaume de France. Terrible sanction. L'interdit est un véritable cataclysme public et une calamité. La population se voit privée des sacrements, des offices. Le son des cloches qui rythment la vie des gens ne retentit plus dans l'ensemble du royaume de France. Philippe Auguste s'exprime. J'aimerais mieux perdre la moitié de mes domaines que de me séparer d'Agnès. Elle m'est unie par la chair. Mais après avoir donné naissance à 2 enfants, Agnès de Méranie rend son âme à Dieu en juillet 1201. Sans plus aucune opposition, l'interdit est levé sur le royaume de France. Philippe Auguste décide de ne pas se remarier et se contente de concubines. Il fait plusieurs tentatives de rapprochement avec Ingenburg. Sans succès, il ne parvient pas à surmonter sa répulsion. Ingenburg écrit à Innocent III en 1203 dans l'unique lettre qui ne soit parvenue. Voici la consolation que j'espère obtenir de vous. Mais Claire et moi avons insisté que si poussés par les menaces et la terreur, je proposais par faiblesse féminine quelques solutions qui porteraient tort à mes droits matrimoniaux, ceci ne serait pas accepté au préjudice du dit mariage. Certainement pas par vous qui êtes le vengeur des confessions forcées. La déclaration déterminée d'Ingenburg, qui affirme que son mariage a été consommé, finit par l'emporter par la suite d'arguments interchangeables utilisés par Philippe Auguste, consanguinité, sorcellerie, profession monastique choisie. La reine clame son droit avec tant d'obstination depuis tant d'années qu'enfin en 1213 Philippe Auguste lui rend sa place à la cour de France. Il avait épuisé, pour la répudier, tous les artifices de droit civil et de droit canonique, toutes les manœuvres d'intimidation, les menaces, les appels, les délais. Le monarque semble peu à peu se résigner et sa répulsion s'évanouit dans les dernières années de sa vie. Dans son testament, il l'appelle même son épouse très chère. Ingenburg restera reine jusqu'à sa mort, survenue bien après celle de Philippe Auguste en 1236. Pour la distinguer de Blanche de Castille, qui la respecte beaucoup et lui présente ses enfants, on la surnomme la reine d'Orléans, l'une de ses résidences préférées. Comme on l'a vu, jusqu'à la fin du XIIe siècle, le statut d'épouse royale reste fragile. En France, de Charles le Chauve à Philippe Auguste, 17 rois épousent 30 femmes, dont 10 sont répudiées. Si parfois ces divorces révèlent d'une nécessité dynastique, aucune affaire de répudiation ne causera un si grand scandale que celle d'Ingenburg de Danemark, qui agitera le monde diplomatique et religieux pendant 20 ans. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.